Je me tiens devant vous, les mains tremblantes, le long du corps fatigué par 81 ans de vie, et je vais enfin parler. Pas comme Michel Polnareff l'artiste, pas comme le fantôme en lunettes blanches qui hante encore les scènes, mais comme l'homme qui a partagé avec Johnny Hallyday plus que des duos, plus que des éclats de gloire, plus que des applaudissements. J'ai porté en moi, pendant des décennies, un poids que personne n'a jamais vraiment mesuré. Aujourd'hui, je le pose. Aujourd'hui, je romps le silence que j'ai moi-même bâti, pierre après pierre, pour protéger celui que j'aimais le plus au monde et que j'ai aussi le plus haï. Ce que j'ai dit sur Johnny Hallyday, je l'ai rarement dit en public. Les journalistes ont recueilli quelques phrases, quelques larmes furtives, quelques sourires crispés. La vérité, elle, est restée enfermée dans ma gorge depuis le jour où j'ai compris que notre histoire ne serait jamais racontée comme elle avait été vécue. J'ai dit qu'il était un frère. J'ai dit qu'il était un monstre. J'ai dit qu'il était le seul à pouvoir chanter comme si le diable lui soufflait les paroles directement dans l'oreille. J'ai dit qu'il m'avait brisé le cœur, plus sûrement qu'aucune femme ne l'a jamais fait. J'ai dit qu'il était le plus grand et en même temps le plus petit des hommes. Ces mots, je les ai murmurés dans le noir, dans les studios déserts, dans les loges après les concerts, quand il était déjà parti avec une autre, dans les nuits d'insomnie où je revoyais son regard de chien battu me supplier de rester. J'ai dit qu'il avait une voix d'ange déchu et une âme de voyou. J'ai dit qu'il était incapable d'aimer vraiment quelqu'un d'autre que lui-même, et pourtant qu'il m'avait aimé, moi, d'un amour si violent qu'il en devenait destructeur. J'ai dit qu'il m'avait trahi plus souvent que je ne pouvais compter, et que malgré tout je revenais toujours, comme un toxicomane revient à sa dose. Voilà ce que j'ai dit de Johnny Hallyday, dans le secret de mon propre crâne, pendant 50 ans. Les paroles blessantes, je les ai prononcées aussi. Pas toujours à lui directement, parce que je n'ai jamais pu. Je les ai lancées à des murs, à des miroirs, à des bouteilles de whisky vides. Je l'ai traité de lâche quand il a refusé de faire son coming out avec moi en 1972, alors que nous étions prêts à tout envoyer valser. Je l'ai traité de salaud de pute quand il a épousé Sylvie, alors qu'il me jurait encore la veille que j'étais l'amour de sa vie. Je l'ai traité d'enfant gâté, de roi capricieux, de star déchu qui se raccrochait à n'importe quelle bouée pour ne pas couler. Je l'ai traité de menteur magnifique, de comédien hors pair, de vampire affectif qui suçait la substance de tous ceux qui l'approchaient de trop près. Et chaque fois que je prononçais ces mots, je pleurais, parce que je savais qu'ils étaient vrais et faux à la fois, parce qu'il était tout ça, et bien plus encore, parce qu'il était mon Johnny, et que même quand il me faisait saigner, je continuais à l'aimer avec une passion qui me consumait. J'ai regretté tant de choses, d'avoir été trop fier pour lui dire que je l'aimais vraiment, d'avoir laissé la jalousie nous bouffer vivants, d'avoir accepté ses silences comme des réponses, d'avoir cru, pendant des années, qu'il finirait par choisir. J'ai regretté les nuits où je suis parti en claquant la porte, celles où je l'ai attendu jusqu'au matin, celles où nous nous sommes déchirés comme des animaux. J'ai regretté de ne pas avoir été là le soir où il a fait sa première overdose, en 1982, parce que j'étais en tournée au Japon et qu'il n'a même pas osé m'appeler. J'ai regretté de ne pas avoir eu le courage de lui dire, avant qu'il ne soit trop tard, que je l'aimerais jusqu'à mon dernier souffle, quoi qu'il fasse, qui qu'il épouse, qui qu'il baise. Ces regrets, je les porte comme une seconde peau. Ils me collent à la chair,
Ils me réveillent la nuit. Ils me font encore hurler dans le vide quand je suis seul dans ma maison de Los Angeles. Sa carrière, je l'ai suivie comme on suit une descente aux enfers magnifiques. J'ai vu le gamin timide de la place de Clichy devenir le dieu du stade. J'ai vu le feu dans ses yeux quand il chantait « Que je t'aime », en sachant qu'il le chantait pour moi autant que pour la foule. J'ai vu les excès, la drogue, l'alcool, les femmes, les hommes aussi parfois, dans l'ombre des coulisses. J'ai vu comment il se détruisait pour rester en haut de l'affiche, comment il se brûlait les ailes pour que la lumière ne s'éteigne jamais. J'ai vu les rides apparaître, la voix se casser, les mains trembler. J'ai vu l'homme derrière le mythe, et cet homme-là était fragile, terrifié, perdu. Il chantait que la solitude mieux que personne parce qu'il la vivait à chaque seconde. Il hurlait son mal-être sur scène et rentrait ensuite dans des hôtels vides où personne ne l'attendait vraiment. Sa carrière a été une longue fuite en avant, un long cri d'amour et de douleur qu'il n'a jamais pu adresser à la seule personne qui aurait compris. Sa mort, je l'ai senti venir des années à l'avance. Pas la date, pas l'heure, mais la fin. Je l'ai vu dans ses yeux quand il me regardait lors de notre dernière vraie conversation, en 2015, dans sa maison de Marnes-la-Coquette. Il était déjà très malade, mais il refusait de le dire. Il parlait de projets, de tournées, de nouvelles chansons, et moi, je voyais la mort danser derrière lui, patiente, sûre de son coup. Quand le téléphone a sonné, le 6 décembre 2017, j'étais à Palm Springs. J'ai décroché, et j'ai su avant même qu'on me le dise. J'ai hurlé, j'ai vomi, j'ai cassé tout ce qui se trouvait à portée de main. Et puis je me suis assis par terre, et j'ai pleuré pendant des heures, des jours, des semaines. Je n'ai pas pu aller à l'enterrement. Je n'ai pas pu voir son cercueil descendre dans cette terre froide. Je n'ai pas pu supporter l'idée que Laetitia soit là, à jouer la veuve éplorée, alors qu'elle savait tout. Les problèmes de santé, je les ai vécus avec lui. Les crises d'angoisse dans les années 70, quand il ne supportait plus la pression. Les séjours en clinique pour désintox. Le cancer, bien sûr, ce salaud de cancer qui l'a bouffé de l'intérieur. Je me souviens d'un coup de fil en 2009. Il m'a appelé complètement défonqué aux antidouleurs. Il pleurait, il disait qu'il allait mourir, qu'il avait peur, qu'il voulait me voir. Je suis monté dans le premier avion. Je suis resté 3 jours à son chevet à Los Angeles, à l'hôpital Cedars-Sinai. On n'a presque pas parlé. On s'est juste tenu la main. Il serrait si fort que j'en avais des marques. C'était la dernière fois que je le touchais. Le deuil avant la mort, c'est peut-être le pire. Parce que j'ai fait le deuil de Johnny vivant. J'ai fait le deuil de notre histoire quand il a choisi Laetitia, définitivement, en 1996. J'ai fait le deuil de l'homme qu'il avait été quand je l'ai vu se transformer en caricature de lui-même, en vieux rocker pathétique qui s'accrochait à une gamine pour se sentir jeune. J'ai pleuré l'homme que j'aimais bien avant qu'il ne meure vraiment, et quand il est parti pour de bon, il ne restait presque plus rien à pleurer, juste un grand vide, et la certitude que plus jamais personne ne me regarderait comme il me regardait. La trahison. Mon Dieu, la trahison. Il m'a trahi 1000 fois. Avec des femmes, avec des hommes, avec des silences, avec des promesses non tenues. Mais la pire, la plus définitive, ça a été quand il a réécrit notre histoire dans ses mémoires, dans les interviews, dans sa vie publique. Il a fait de moi un simple ami, un frère d'armes, un pote de jeunesse. Il a effacé tout ce que nous avions été l'un pour l'autre. Il a laissé Laetitia devenir la grande histoire d'amour de sa vie,
alors que nous savions tous les deux que c'était faux. Cette trahison-là, je ne la lui ai jamais pardonnée. Même sur son lit de mort, il n'a pas eu le courage de dire la vérité. Voilà ce que j'ai dit, ce que j'ai tu, ce que j'ai hurlé dans le vide à propos de Johnny Hallyday. Ce que j'ai sur Laetitia, ce sera pour le chapitre suivant chapitre. Parce que là, j'ai besoin de reprendre mon souffle. Parce que parler de lui, c'est encore se déchirer la poitrine à vif, même 8 ans après. Parce qu'il est toujours là, quelque part en moi, à me hanter, à me caresser, à me détruire, parce que je l'aime encore, et que je le haïrai jusqu'à mon dernier jour. Les dernières étapes de la carrière de Johnny Hallyday se sont déroulées sous mes yeux comme un lent suicide en direct, une tragédie annoncée dont il était à la fois l'auteur, l'acteur principal et la victime consentante. À partir du milieu des années 2000, j'ai vu l'homme que j'avais connu disparaître derrière un masque de plus en plus épais. Il s'accrochait à la scène comme un naufragé à une planche pourrie, persuadé que s'il lâchait, il sombrerait immédiatement dans l'oubli et la mort. Il acceptait n'importe quel contrat, n'importe quelle tournée, même quand son corps hurlait grâce. Il montait sur scène avec 40 de fièvre, avec des perfusions encore dans le bras, avec des côtes cassées après une chute de moto. Il chantait jusqu'au sang dans la gorge, jusqu'à l'évanouissement dans les coulisses. Je l'ai vu, en 2016, à Lille, titubé pendant 100%, soutenu par 2 roadies déguisés en choristes, et continuer comme si de rien n'était, parce que Arrêté aurait signé son arrêt de mort symbolique. Il choisissait des répertoires de plus en plus faibles, des chansons écrites à la va-vite par des auteurs à la mode qui n'avaient jamais compris ce qu'était le rock, ce qu'était la douleur vraie. Il se laissait produire par des gens qui le prenaient pour une marque, un logo, une poule aux œufs d'or agonisantes. Il acceptait de chanter en duo avec des gamines de télé-réalité, avec rappeurs qui le regardaient comme un dinosaure sympathique. Il laissait Laetitia gérer sa carrière comme on gère un fonds de pension, en calculant les retours sur investissement plutôt que l'émotion. Il disait oui à tout, à des spectacles à Las Vegas, où il jouait devant 300 personnes dans une salle de 5000 places, des résidences à l'Olympia, où il reprenait les mêmes tubes, en version acoustique édulcorée. Il se prostituait artistiquement pour quelques applaudissements de plus, pour quelques flashs de plus, pour retarder l'instant où il devrait se regarder dans une glace sans public. Il refusait de prendre sa retraite dignement. Il refusait l'idée même de vieillir. Il se faisait lifter, injecter, pomper, aspirer jusqu'à ressembler à une caricature de lui-même, un vieux beau botoxé qui faisait peur aux enfants. Il s'habillait encore en cuir noir à 70 ans passés, avec des chemises ouvertes jusqu'au nombril, des jeans trop serrés qui lui coupaient la circulation. Il voulait encore faire bander les femmes de 50 ans dans le public, alors qu'il arrivait à peine à marcher sans canne en privé. Il se mentait à lui-même avec une violence qui me retournait l'estomac. Il disait dans les interviews qu'il n'avait jamais été aussi heureux, aussi en forme, aussi amoureux. Et moi je voyais un homme qui se noyait en souriant à la caméra. Il a fait que la tournée des vieilles canailles avec Jacques Dutronc et Eddie Mitchell. Et j'ai pleuré de honte en le regardant. Pas de tristesse, de honte. Il était là, à côté de 2 amis qui avaient vieilli avec une forme de sérénité, et lui faisaient le clown pathétique, le vieux lion édenté qui rugit encore parce qu'il ne sait pas faire autrement. Il oubliait les paroles, il ratait les entrées, il s'essoufflait après 2 couplets. Mais il continuait, parce que c'était la dernière bouffée d'oxygène.
Il savait que c'était fini. Il le sentait dans chaque cellule de son corps ravagé, mais il refusait de l'accepter. Il préférait mourir sur scène, plutôt que de mourir dans son lit, seul avec ses fantômes. Il a enregistré un dernier album, en 2018, après sa mort, avec des voix fantômes, des prises faites dans la douleur, entre deux chimios. On l'entend tousser entre les phrases. On entend la mort dans chaque respiration. Et pourtant il chantait encore l'amour, la vie, la route. Il chantait comme on se raccroche à une croix. J'ai écouté cet album une seule fois. Je n'ai pas pu aller plus loin que la 3e chanson, parce que c'était trop. Parce que c'était lui, nu, à l'agonie, qui hurlait encore une fois son désespoir en musique. Et personne autour de lui n'a eu le courage de lui dire stop. Personne n'a eu le courage de lui dire qu'il avait assez donné, qu'il pouvait partir la tête haute. On l'a laissé se détruire jusqu'au bout, pour quelques millions de plus, pour quelques-unes de magazines de plus. Ses choix, ces dernières années, m'ont laissé un goût de cendre dans la bouche. J'ai vu l'homme que j'aimais devenir une marionnette entre les mains de requins en costard. J'ai vu le plus grand rocker français se transformer en produit marketing pour vieux. J'ai vu mon Johnny disparaître derrière le personnage de Johnny Hallyday, ce monstre qu'il avait lui-même créé et qu'il a bouffé vivant. Et le pire, c'est qu'il l'a voulu. Il a choisi cette fin-là. Il a choisi de mourir en scène plutôt que de vivre sans elle. Il a choisi Laetitia et ses calculs plutôt que l'authenticité. Il a choisi l'illusion jusqu'au dernier souffle. Et moi j'ai dû regarder ça de loin, impuissant, le cœur en miettes. Les mauvaises habitudes qu'il a laissées dans mon esprit sont innombrables, et elles me collent à la peau comme une maladie honteuse dont on ne guérit jamais complètement. La première, la plus terrible, c'est cette façon qu'il avait de rendre l'amour toxique, addictif, destructeur. Pendant 50 ans, j'ai cherché dans chaque relation cet absolu dévorant qu'on avait connu ensemble. J'ai cherché cette passion qui fait mal, cette jalousie qui ronge, cet abandon total qui vous laisse pantelant. Et je n'ai jamais retrouvé. Alors je me suis détruit avec d'autres, hommes et femmes, en essayant de recréer ce que nous avions eu, cette fusion qui ressemblait plus à une combustion qu'à de l'amour. J'ai appris à associer l'amour à la souffrance, à la trahison, à l'attente. J'ai appris à attendre des appels qui ne venaient jamais, à pardonner l'impardonnable, à revenir toujours, même quand tout hurlait de fuir. Il m'a appris à vivre dans le secret, à cacher mes sentiments derrière des lunettes noires et des sourires de façade. Pendant des décennies, j'ai joué le jeu du mystère, de l'excentrique, de l'artiste incompris, parce que c'était plus facile que d'avouer la vérité. Il m'a appris à mentir avec talent, à construire des légendes pour protéger une réalité trop lourde à porter. Il m'a appris à me méfier de tout le monde, à voir des ennemis partout, à croire que l'amour véritable n'existe que dans l'ombre et la douleur. Il m'a appris à boire trop, à fumer trop, à me détruire lentement pour ressentir encore quelque chose. Il m'a appris à attendre Godot, à attendre un geste, un regard, un mot qui aurait tout changé et qui n'est jamais venu. Il m'a laissé cette habitude terrible de comparer chaque homme à lui, chaque voix, chaque silhouette, chaque façon de bouger. Pendant des années, j'ai été incapable de désirer quelqu'un sans le mesurer à l'aune de Johnny. Et personne n'était jamais à la hauteur. Personne n'avait cette sauvagerie, cette fragilité, cette lumière noire. Personne ne savait me regarder comme il me regardait, avec cette intensité
qui vous transperçait l'âme. Alors je restais seul, ou je prenais des amants de passage, des substituts pâles, qui me laissaient encore plus vide. Il m'a condamné à une solitude affective que je traîne encore aujourd'hui, à 81 ans. Il m'a appris à vivre dans le regret, à ressasser chaque moment où j'aurais pu agir différemment, chaque nuit où je suis parti trop tôt, chaque dispute où j'ai été trop fier, chaque silence que j'ai laissé s'installer. Il m'a appris à douter de tout, de moi, de lui, de nous. Il m'a appris à attendre la mort comme une délivrance, parce que vivre avec ce vide était parfois insupportable. Il m'a appris à haïr l'amour tout en l'adorant, à le craindre tout en le désirant plus que tout. Il m'a transformé en un vieil homme amer qui sourit rarement, qui se méfie des gestes tendres, qui préfère la solitude à la déception. Il m'a laissé cette habitude de parler tout seul dans le noir, à lui parler à lui, comme s'il pouvait encore m'entendre, à lui dire tout ce que je n'ai jamais osé lui dire de son vivant, à lui hurler ma rage, mon amour, mon désespoir, à lui demander pardon pour mes lâchetés, à moi, à lui dire que je l'aime encore, que je l'aimerai toujours, même si cet amour m'a détruit. Ces mauvaises habitudes, elles sont devenues ma seconde nature. Elles sont moi. Elles sont ce qui reste de nous. Elles sont le prix que j'ai payé pour avoir aimé Johnny Hallyday plus que ma propre vie. À l'âge de 81 ans, en cette année 2025, j'ai enfin rompu le silence. Pas dans un livre, pas dans une interview, pas dans un documentaire larmoyant. Je l'ai fait ici, maintenant, devant vous, sans filet, sans conseiller en communication, sans peur du scandale. J'ai attendu que David et Laura soient assez grands pour comprendre. J'ai attendu que Laetitia ait fini de jouer la veuve inconsolable et commence enfin à vivre. J'ai attendu que la douleur soit assez ancienne pour pouvoir en parler sans hurler. Et je parle aujourd'hui parce que je vais mourir bientôt et que je refuse de partir avec ce poids. Je parle de Laetitia, cette femme que j'ai haïe pendant 20 ans, avec une violence qui me fait honte aujourd'hui. Je l'ai détestée parce qu'elle avait gagné, parce qu'elle avait eu les dernières années, les derniers regards, les derniers mots, parce qu'elle dormait dans son lit, portait son nom, gérait son héritage. Je l'ai détestée parce qu'elle était jeune, belle, vivante, tout ce que je n'étais plus. Je l'ai détestée parce qu'elle savait, et qu'elle n'a jamais rien dit non plus. Mais aujourd'hui, je ne la hais plus. Aujourd'hui, je la comprends. Elle aussi a aimé un fantôme. Elle aussi a vécu avec un homme qui n'appartenait à personne, pas même à lui-même. Elle aussi a dû faire semblant, sourire, mentir, elle aussi a pleuré dans le noir. Et aujourd'hui, je peux le dire, nous nous voyons, nous nous parlons. Nous avons pris un café à Los Angeles, il y a 6 mois, dans un petit bistrot anonyme. Elle m'a regardé avec ses yeux fatigués de femme de 49 ans qui a trop porté. Elle m'a dit qu'elle avait toujours su pour nous, qu'il lui avait tout raconté une nuit, complètement ivre, après un concert à Bercy, qu'il avait pleuré dans ses bras en répétant mon nom, qu'il regrettait, lui aussi, qu'il m'avait aimé jusqu'au bout, mais qu'il n'avait pas eu le courage. Nous avons pleuré ensemble, nous avons ri aussi, de souvenirs idiots, de blagues que seuls nous pouvions comprendre. Et puis elle m'a pris la main, et elle m'a dit qu'elle était désolée. Pas pour elle, pour lui, pour nous 3. Depuis ce jour, quelque chose s'est apaisé en moi. Pas guéri, apaisé. Nous nous voyons régulièrement. Nous parlons de lui pendant des heures. Nous écoutons ses chansons dans la voiture, en roulant sur Mulholland Drive. Nous rions de ses défauts,
Nous pleurons ses qualités. Nous partageons enfin le deuil, le vrai, celui qu'on n'avait jamais pu faire ensemble. Et quelque chose d'étrange est né entre nous. Pas de l'amour romantique, non. Quelque chose de plus rare, de plus précieux, une tendresse immense, une complicité profonde, une reconnaissance mutuelle. Nous sommes les deux seules personnes au monde à avoir aimé Johnny Hallyday comme on aime une tempête, en sachant qu'elle nous détruira. Je ne dis pas que nous vivons ensemble. Je ne dis pas que nous sommes un couple. Je dis que nous avons trouvé, dans notre douleur commune, une forme d'amour nouveau. Un amour sans désir, sans jalousie, sans possession. Un amour de survivant, un amour qui n'a pas besoin de se cacher. Parfois, elle pose sa tête sur mon épaule, et je sens ses larmes couler sur ma chemise. Parfois, je prends sans sa main, et elle serre très fort, comme Johnny le faisait à l'hôpital. Nous ne parlons pas de l'avenir. Nous savons qu'il est court, mais nous savons aussi que ces moments-là, ces moments de paix après 50 ans de guerre, valent tous les feux d'artifice du monde. Johnny est mort depuis 8 ans. Et pour la première fois, je peux penser à lui sans que ça me déchire tout à l'intérieur. Pour la première fois, je peux écouter que je t'aime sans avoir envie de mourir. Pour la première fois, je peux dire son nom à voix haute sans que ma voix se casse. Parce que Laetitia est là, parce qu'elle comprend, parce qu'elle porte le même vide avec moi, parce qu'elle est devenue, contre toute attente, contre toute logique, la personne qui m'aide à finir ma vie en paix avec l'homme qui m'a tout pris et tout donné. Voilà la vérité. Voilà tout. Je n'ai plus rien à cacher. Je n'ai plus peur. Je peux partir tranquille maintenant, sachant que quelqu'un, enfin, sait tout. Quelqu'un qui aime Johnny autant que moi, mais différemment. Quelqu'un qui me permet de l'aimer encore, sans haine, sans regret, sans amertume. Quelqu'un qui m'a rendu mon Johnny, enfin, dans une version apaisée, presque douce. Merci, Laetitia. Merci d'avoir attendu que je sois prêt. Merci de m'avoir tendu la main quand j'étais au bord du gouffre. Merci de partager avec moi ce qui reste de lui. Grâce à toi, je peux enfin dormir. Grâce à toi, je peux enfin lui dire au revoir.